Bonjour à tous et bienvenue sur le second épisode du podcast Entrepreneuriat produit par l'Université de Rennes ainsi que le Subtis. Second épisode, oui, mais premier de la saison où les épisodes sortiront toutes les semaines. Donc je rappelle l'idée du podcast, c'est un podcast produit par de jeunes entrepreneurs pour de jeunes entrepreneurs où ici on souhaite partager toutes nos idées, le processus d'entrepreneuriat de l'idée au service après-vente, la croissance de l'entreprise, en suivant des exemples de jeunes entrepreneurs. Donc je me présente de nouveau, je suis Manon, du coup, je suis étudiante en école d'ingénieur à l'ENSAT et je suis de nouveau avec Thibaut, si tu peux te présenter de nouveau. Je suis Thibaut, donc je suis toujours élève ingénieur à l'ENSAT. J'ai fait aussi un master en management d'entreprise à l'Institut de gestion de Rennes et je suis toujours président de Stéphano, une société sympathique. Et aujourd'hui, on a le plaisir d'accueillir Barbara Prudhomme. Du coup, je t'invite à te présenter également. Bonjour, moi je suis Barbara et donc je travaille au sein du Pépite Bretagne qui est le pôle entrepreneuriat étudiant. Écoute, merci Barbara. Dans l'épisode dernier, donc le premier d'une longue série, on l'espère, on a traité l'idée, donc qui est derrière un projet entrepreneurial. Et aujourd'hui, on a décidé de traiter le sujet des mythes dans l'entrepreneuriat. Alors, tout d'abord, Barbara, je vais te poser une question. Est-ce que entreprendre, c'est créer une entreprise ? Alors, on a souvent ce mythe-là qu'on essaye de débattre et non, entreprendre, c'est pas que créer une entreprise, c'est avant tout un état d'esprit, le fait d'avoir la capacité à agir. On peut entreprendre dans plein de domaines différents, c'est pas que aussi un statut juridique, ça peut être aussi créer une asso. Je dis souvent par exemple les kinés qui sont en entreprise libérale, du coup c'est aussi des entrepreneurs. Et plus largement, entreprendre, c'est pas que créer une entreprise, on peut aussi tout simplement monter un projet pour partir en voyage, rien que d'acheter un cadeau d'anniversaire. Souvent, je dis que les entrepreneurs, c'est des gens qui font des beaux cadeaux d'anniversaire parce que il faut se dire, quel cadeau je vais choisir, est-ce que ça va plaire à la personne, de quoi il a besoin donc on peut entreprendre vraiment dans tout domaine. Ok, et du coup, toi, Thibaut, est-ce que tu te sentais entrepreneur déjà avant de créer Stéphano ? Je pense que oui, parce que mon premier projet, ça remontait au lycée. Le but, c'était de faire une application à destination des lycéens. Donc c'était une forme d'entrepreneuriat. Il y avait beaucoup de techniques, mais pas que. Et le projet a un petit peu foiré parce que j'avais pas toute la culture entrepreneuriale qui allait à côté, puis les connaissances en marketing et autres pour diffuser le projet. Mais c'était déjà un premier pas dans l'entrepreneuriat. Puis jamais vraiment trop compris le concept de salariat non plus. Donc voilà. Ok. Et donc, quand on est entrepreneur, on croise vraiment des compétences à la fois techniques et à la fois managériales et j'imagine de beaucoup d'autres choses. En fait, c'est une question que je me suis posée aussi. Oui, pour moi, il y a un peu de tout. Il y a des projets qui vont être très technologiques. Je suis assez surpris des fois de voir des projets un peu à la pointe de la technologie, sur de l'IA ou autre, qui sont pris par des gens qui n'ont pas du tout de compétences dans ces technologies-là, mais qui vont chercher à trouver les gens pour aller avec. Ça veut dire qu'ils font du bon marketing. Oui. Souvent on dit que entreprendre c'est répondre à un besoin et pour moi il y a vraiment deux façons d'entreprendre. Il y a à la fois on peut se dire si vraiment on part du besoin, je prends toujours cet exemple-là de se dire si tu souhaites entreprendre, il faut vraiment que tu répondes à quelque chose dont il y a le besoin. Et des fois s'il n'y a pas le besoin, il faut le créer et du coup là il faut avoir aussi beaucoup plus de compétences en communication, marketing. Et souvent je dis c'est beaucoup plus facile par exemple de vendre du Doliprane à quelqu'un qui a mal à la tête que de lui vendre des vitamines. Oui. Et pourtant le marché des vitamines il est plus important que celui du Doliprane. Mais parce que au départ, je sais pas, on t'a mal à la tête, tu vois un paquet de Doliprane, du coup t'as trop envie de le prendre que la vitamine, il faut quand même quelqu'un te dise ce serait pas mal que tu prennes des vitamines, moi j'en ai pris, ça m'a fait du bien. Et donc des fois c'est ça, il y a des gens qui ont pas du tout de connaissances dans des sujets mais qui sont très forts en marketing et du coup qui vont réussir à faire un peu un effet boule de neige autour de ça, et d'autres où ils vont partir plutôt d'un vrai besoin et trouver une solution pour ça. C'est un peu de deux façons. Mais je pense qu'il y en a aussi qui n'ont pas les compétences techniques, pour lesquels il y a aussi un projet avec un vrai besoin, et ils vont, leur cœur, leur motivation, ça va être de résoudre ce besoin-là à tout prix, et ils vont trouver les personnes avec qui s'allier pour résoudre ce besoin. C'est vraiment une motivation d'être entrepreneur. On ne naît pas entrepreneur, mais
toujours cette motivation-là derrière. Oui, on le devient et peu importe le projet en fait. Des fois, ça peut être. De toute façon, on peut entreprendre dans tout domaine. Hein. Moi, j'ai déjà eu des étudiants qu'on a accompagnés au sein du Pépite. Je sais pas s'ils écouteront, ils n'aiment pas trop quand je dis ça, mais ils sont arrivés, ils n'avaient pas du tout de compétences. Ils ont créé un restaurant. Bon, je leur fais de la pub, c'est Satio. Ah. Et en fait, ils étaient 3, donc quelqu'un qui était dans la finance, quelqu'un qui était ingénieur et l'autre aussi. Et en fait, les 3 n'avaient jamais travaillé en restauration. Et ils ont dit, dans un an, on ouvre un restaurant et puis on va en ouvrir plusieurs. Et ils ont dit, bon courage. Après, nous, on est dans une posture où voilà, on accompagne. Et en fait, au bout d'un an, ils ont ouvert leur restaurant en plein Covid. Et ils se sont formés, ils ont fait de la plonge, ils ont fait les services, CAP cuisine. Du coup, c'est à un moment, voilà, on peut aussi se dire, si on veut entreprendre, peu importe le domaine, et on y va, on met la main à la pâte. Ça répond du coup à la question que j'allais poser, c'est est-ce qu'on a besoin d'être absolument compétent dans le domaine qu'on vise avant d'entreprendre, ou est-ce que ça peut s'apprendre effectivement sur le tas d'une certaine manière, et du coup ça répond à la question. Je pense que de manière globale, ça s'apprend sur le tas. Il n'y a pas d'école pour apprendre à être entrepreneur. C'est de l'action. Bon, après, ça dépend si tu entreprends dans un domaine où il y a forcément besoin des compétences. Je dis par exemple quelqu'un qui veut, vendre des bijoux en céramique. Bon, il va falloir qu'elle apprenne à faire de la céramique. Du coup, ça c'est même comme je suppose qu'il y a des normes et des règles comme coiffeur, il faut des habilitations, et donc soit on s'entoure des gens qui ont ces compétences-là, ou sinon on se forme nous-mêmes, quoi. Ça dépend si c'est sur le métier ou le projet. Mais de toute façon, c'est pas dramatique de pas avoir les compétences et de s'entourer, parce que finalement, moi, ce qu'on m'a toujours dit, et je en suis convaincu, c'est qu'il faut toujours quelqu'un qui maîtrise les chiffres, quelqu'un qui ait la vision, et quelqu'un qui est plutôt de la technique. La vision, communication, la technique. Donc ça peut être la même personne qui a les 3, mais pas toujours. Non, pas toujours. Et au contraire, je pense que des fois, on se voile un peu la face en tant qu'entrepreneur en se disant je vais tout faire. Et en fait, des fois, il faut se dire non, en fait, ça, je peux pas. Et puis même aussi, j'aime pas. Alors, j'aime pas, des fois, c'est problème de riche, parce que j'aime pas faire les chiffres. Et on peut pas tout le temps au début se payer un expert comptable. Mais voilà, il faut aussi se dire c'est quoi mes limites, et aussi qu'est-ce que j'ai envie. Parce que en comparaison, il y a aussi des fois des entrepreneurs où ils pensent qu'en fait ils vont faire que de la gestion, je sais pas, du projet. Et au départ, moi je me souviens d'un étudiant qui était sur la commercialisation d'une marque de vêtements. En fait, c'était pas les gens qui envoyaient les colis à sa place. Lui, il disait que ses fringues, elles étaient dans sa chambre, il fallait qu'il fasse les cartons, qu'il les ticte. C'était pas forcément la meilleure partie du job. Et il livrait même directement chez les gens, quoi. D'accord. Donc au départ, voilà, on est obligé de tout faire un peu. Et c'est vrai qu'on a, moi je pense que je suis pas toute seule, mais c'est vrai qu'on a la vision un peu de l'entrepreneur qui réalise son projet tout seul. À quel point est-ce qu'on peut travailler en équipe dans ce milieu-là ? Parce que moi, j'ai toujours eu cette vision-là du micro-entrepreneur, justement, dans son garage, qui s'occupe un peu de tout seul. Et je me rends pas trop compte, en fait, de comment tu peux t'entourer quand tu souhaites lancer un projet. Je pense que tu peux t'entourer déjà si tu fais partie d'un réseau. Alors notamment, je prends Pépite au sein des étudiants entrepreneurs. Je trouve ça toujours rigolo, moi, de voir que les projets qui se montent, notamment les sites internet, c'est toujours fait par d'autres étudiants entrepreneurs dont leur job c'est de faire des sites internet. Donc déjà, donc il y a de la synergie au final entre les projets. Le réseau, et puis en fait c'est tellement une histoire, je pense, de rencontre, et c'est un milieu où je trouve qu'il y a beaucoup de bienveillance, et les gens ils seront toujours là pour t'aider en fait, parce qu'ils sont dans la même galère que toi. Donc voilà, plus on donne, plus les gens reçoivent. Je sais pas, Thibaut, toi, comment vous entraidez au sein des autres étudiants, mais... Effectivement, il y a tout le réseau des compétences que chacun peut apporter. Il y a toute une partie aussi, effectivement, de personnes qu'on va dire solopreneurs, qui vont entreprendre tout seuls, mais c'est une charge moins. C'est pas les seuls cas. Sur l'année, là, sur Pépite, il y en a quand même pas mal qui sont au moins à 2, voire plus. Et les solopreneurs, c'est aussi très compliqué, parce qu'il faut tout gérer soi-même. Il y a une charge mentale qui est super importante, j'imagine. Qui est multipliée par beaucoup du fait qu'on fait tout seul. Ouais. Donc non, se faire entourer, que ça soit en s'associant, mais aussi en déléguant une certaine partie à d'autres. Et non, il y a une belle synergie chez Pépite Bretagne, ça c'est indéniable. Prochain mythe, du coup, entreprendre, c'est changer le monde. Vrai ou pas vrai ?
Je pense que ça dépend des projets. D'accord. Après, il y a je pense que c'est pas pareil des fois de se dire j'entreprends pour faire du business. Je sais pas, c'est des gens qui, par exemple, qui achètent des immeubles pour les retaper et en faire du Airbnb. C'est pire en plus, alors qu'il y a un problème de logement. Mais pour moi, c'est d'accord. je suis pas sûre que c'est pour changer le monde qu'on fait ça. C'est plutôt pour s'enrichir. Après, on peut entreprendre et s'enrichir, c'est très bien. Mais je dirais que ça dépend de la typologie du projet et voilà, on parle souvent un peu d'entrepreneuriat social, d'entrepreneuriat impact sur des projets qui ont des valeurs, qui ont du sens. Après, il y a des projets de création d'entreprise. Clairement, ça reste pour du business tout court en fait. Donc c'est juste une question de point de vue au final. Je pense, de point de vue et puis de valeur aussi de l'entrepreneur. Moi, j'ai envie de faire c'est bien de faire ça ici, mais j'ai envie de faire une réponse de Normand. C'est ni oui ni non, parce que quelque part, ça dépend à quelle échelle on se place. On va changer son monde, ça c'est sûr. Peu importe qu'on fasse juste du business ou pas. Après, selon effectivement le type de projet, on va changer le monde à une échelle plus ou moins importante. J'ai l'impression, en voyant les projets qui sont accompagnés par le Pépite, je ne sais pas s'il y a un casting spécifique qui est fait ou autre, mais que les projets ont quand même globalement un impact positif en matière de RSE, etc. Responsabilité sociale des entreprises, tout ce qui est autour de l'environnement, le social et le sociétal, et que globalement, c'est un constat qu'on est plusieurs à se faire, en tout cas au sein de Pépite Bretagne, c'est que vraiment tout le monde a une dynamique assez vertueuse de ce point de vue-là. Après, je ne sais pas si Pépite fait un choix à ce niveau-là. Non, parce qu'on accompagne tout type de projet. Après, c'est encore un avis peut-être un peu tranché, mais je me dis que les personnes où si la finalité elle est uniquement sur l'aspect business, et aussi que c'est pas forcément des projets à impact, et au contraire limite c'est encore pire en fait, ça augmente peut-être tout ce qui est empreinte carbone notamment, ils vont pas chez nous en fait, ils vont pas dans les structures d'accompagnement. Puis en fait je pense que aussi faire de l'argent c'est simple, relativement. La question après c'est qu'est-ce qu'on veut réellement faire? Est-ce que c'est faire de l'argent ou est-ce qu'on veut aller plus loin? Auquel cas, si on veut aller plus loin, on va être confronté à plein de difficultés et on peut pas faire tout seul. Des gens qui font du dropshipping au fin fond de leur couette, c'est facile, en 5 minutes, on a un site, on trouve son produit et on vend. Oui. Okay. Pourtant, on a accompagné des étudiants qui faisaient du dropshipping. Ouais, j'ai cru entendre parler de certains projets, mais ça reste... c'est pas le projet avec le meilleur impact qui soit, et c'est pas forcément ce qu'il y a de plus compliqué à gérer. Oui, non, après, ça reste aussi une forme d'entrepreneuriat aussi, quoi. Je vais revenir maintenant à l'épisode 1, du coup, où nous avons traité de l'idée. Et donc, petit débat, est-ce que tout est dans l'idée ? Je sais pas s'il faut que je réponde parce que j'ai déjà répondu avant. Ah oui, je vais répondre avant. Tout est dans l'idée, pas du tout. Alors moi, je suis très orientée. Je dis tout le temps, tout est dans le besoin. À un moment, tu peux avoir une idée géniale et puis c'est souvent... déjà, si tu as une idée géniale, dis-toi, je pense qu'il y a au moins 1000 personnes qui ont eu la même idée que toi. Et pourquoi ça n'a pas été fait ? C'est qu'il y a un petit souci. Donc, tout n'est pas dans l'idée, tout est dans le besoin et tout est après dans la capacité à agir. Parce que même si tu as décelé un besoin, c'est comment tu vas aller peut-être un peu plus vite que les autres, ou ton réseau va faire que toi, t'es vraiment au cœur du besoin, que du coup, tu peux agir plus rapidement. Donc ça revient effectivement totalement à ce que Thibaut disait la dernière fois. Oui, pour faire un résumé rapide de la dernière fois, c'est que finalement l'idée, ça sert à pas grand-chose, c'est que le début, et faut valider rapidement qu'il y a un besoin derrière. Et ce qui est important, c'est l'exécution de l'idée. Il y a deux façons de voir les choses. Si le projet n'existe pas déjà, c'est soit c'est très compliqué à faire, soit personne n'y a pensé. C'est une version un petit peu optimiste. Oui. Donc exécuter, et puis peut-être que l'idée a déjà été traitée, mais on peut l'exécuter de manière différente et faire les choses différemment. Justement, la concurrence, c'est bien. Je dis que des fois, la meilleure façon d'entreprendre, c'est de copier. C'est ce que disait Thibaut. Je me souviens de la conférence de rentrée, c'était Lilian Delaveau qui intervenait pour nous donner ses 10 astuces clés, et puis nous a dit copiez ce qui marche. Donc faites-vous voler votre idée. Ah oui, clairement, faites-vous voler votre idée, c'est ce que... c'est notamment Éric Larchevêque et Anthony Bourbon qui peuvent dire ça, c'est faites-vous voler votre idée, voyez ce que les gens en font, et apprenez ce qui marche et faites différemment ce qui marche pas.
Pour changer de registre maintenant, entreprendre, c'est facile. Je dirais pas que c'est facile. Alors, je peux dire justement que moi, j'ai entrepris de par mes études. J'ai jamais monté de boîte, mais moi, j'ai été présidente d'asso. J'ai organisé des festivals, des événements. Et pour moi, c'est de l'entrepreneuriat. c'est ce ce qu'on que tu disait tout disais à l'heure, que précédemment, ouais. c'est pas forcément... La finalité n'est pas dans l'acte de la structure juridique. C'est pas... Il y a vraiment un truc de motivation, d'entourage. Et ce qui est des fois, je pense, compliqué, c'est que en fait, c'est pas il n'y a pas une feuille de route précise. Les choses, elles changent. Et que des fois, on pense que ça, en fait, ça va être facile. Et en fait, c'est pas du tout comme ça. On passe plus de temps sur un truc que c'était pas prévu. Donc, je dirais qu'entreprendre, c'est pas facile. Et c'est surtout difficile si on n'a pas une capacité à rebondir. Voilà. C'est pas quelque chose de linéaire. Donc, il faudra accepter qu'on fasse des retours en arrière sans cesse. Mais c'est quand même une charge de travail qui, j'imagine, est conséquente. Oui, je pense qu'il faut abattre du boulot quand même. Ouais, c'est voilà. ça, c'est ce que je me dis. Moi, c'est pareil, j'ai toujours encore cette image de l'entrepreneur dans son garage. Et pour moi, c'est vraiment des bourreaux de travail qui ont une capacité, justement, de flexibilité et des gestion du stress, de choses comme ça qui sont énormes, quoi. Après, ça dépend du projet. Hein. Ouais. Il y a des projets aussi. Ça dépend ça du se passe projet. plus facilement que d'autres, Ouais. j'imagine. Ça dépend du projet, puisque je disais un petit peu dans le premier épisode, c'est que pour moi, il y a plus un volume de travail à avoir. Après, tout dépend des objectifs qu'on a et notamment des objectifs temporels. Un projet qui doit... on veut que, par exemple, je sais pas, on est en dernière année d'études et on veut à la sortie commencer à faire son premier chiffre d'affaires. Le volume de travail sera le même qu'un projet où on se donne 5-6 ans pour le lancer. Par contre, il ne sera pas réparti de la même manière sur le temps. Les problèmes ne seront pas condensés de la même manière sur le temps. Voilà, et puis il y a des moments où ça va être très simple. Au début, c'est sympa, c'est fun. Puis le moment où on passe à l'acte, on crée la société, là, ça devient un petit peu plus compliqué. Il y a des problèmes. Du coup, ça peut être plus ou moins facile selon les projets pour un entrepreneur, mais en rajoutant la dimension de étudiant-entrepreneur, ça rajoute quand même une certaine charge à la charge des études. Ah oui, alors j'aurais dit l'inverse dans le sens où, en fait, quand on est étudiant, c'est aussi chouette de pouvoir... C'est là où on peut oser se tester, entre guillemets, on n'a rien à perdre. Limite, on pourrait dire on n'a même pas à perdre notre crédibilité au sein d'un réseau, oui, effectivement, dans une là, boîte, pour le coup, parce qu'on démarre tout juste. Par contre, c'est la question, je pense aussi beaucoup de l'emploi du temps et comment on réussit à jongler entre... j'ai un devoir à rendre, et en même temps, j'ai ce projet-là. Et pour moi, c'est une question de priorisation, quoi. C'est quoi ce qui est urgent et important, et ce qui n'est pas urgent et pas important, mais je peux le déplacer. Il y a aussi, si je ne me trompe pas, des aménagements possibles. Ouais, on peut, du coup, quand on est étudiant-entrepreneur, alors un super aménagement possible que je conseille, c'est si vous avez un stage à faire. Il faut que l'enseignant, le responsable pédagogique accepte. Vous pouvez faire votre stage sur votre projet. D'accord. Donc, Ça, on peut, c'est ce que 4 t'as ou fait, 6 toi, mois. Ouais. Et on peut même maintenant, depuis 2 ans, au sein du Pépite, avoir une indemnité. Ok. Parce que si on fait son stage sur son propre projet, notre entreprise, elle n'est pas forcément créée, donc on peut pas s'indemniser. Ok. Donc on a même la possibilité au sein du Pépite d'avoir Une dette financée, une dette financée ok. dans le cadre de cette substitution de Pépite stage. et aussi la fondation La fondation, ouais. qui indemnise et qui, en plus de ça, fournit un deuxième mentor en plus de celui de Pépite. D'accord. Qui est membre de la qui est membre de la fondation, enfin qui est issu d'une des entreprises membres, qui en général est plutôt axée entrepreneuriat aussi. Souvent ils ont déjà entrepris ou alors ils ont des compétences dans le domaine vraiment spécifique sur lequel on est, et c'est vraiment chouette. D'accord. Et après, on peut, juste pour compléter sur l'aménagement, des fois on est aussi dans des parcours où on peut être en licence, ou même on peut avoir redoublé, du coup on a moins de modules à valider. Ok. Là, Donc, ça si on offre a plus du de temps, au contraire, c'est chouette. Alors peut-être, ou sinon on peut faire des actions de sensibilisation, par exemple comme Fabrique ta pépite. On n'a pas d'idée de création de projet, mais par contre, on fait quelque chose avec un autre groupe d'étudiants. On rejoint une équipe qui a une idée où on apporte nos compétences ou l'inverse. On peut aussi se tester sur des formats de sensibilisation. D'accord. Et je voudrais compléter sur le côté c'est facile. Il y a aussi, j'en ai parlé brièvement, il y a des moments ça va être plus simple que d'autres.
Et c'est un peu les montagnes russes ascensionnelles en termes d'émotion. Donc il faut être prêt à ça aussi, en avoir conscience solide. Et avoir toujours la même chose, être bien entouré pour pouvoir bien vivre ça, parce que c'est pas simple. Ouais, j'imagine. Et je trouve que ce que je vois moi dans l'accompagnement des étudiants, ce qu'ils ont le plus de mal, c'est à prioriser. Parce qu'en fait, quand on crée un projet, on a l'impression que tout est urgent et important, on a envie de tout faire. Sauf que prioriser, des fois, c'est pas simple, et ça peut aussi... on peut se retrouver justement à faire des nuits blanches et être submergé. Ouais. Alors je dirais pas que tout est une question de priorité, mais après c'est la bonne volonté qui pousse, j'imagine, à se donner à fond pour le projet. Et puis, Pépite est là pour nous aider. Oui, c'est ça. Et alors, mythe suivant, qui pareil est plutôt ancré dans ma tête, je l'avoue. Est-ce que pour entreprendre, il faut être riche ? Et moi j'ai un chiffre en tête, c'est que la moyenne pour démarrer un projet de création d'entreprise, on peut démarrer avec moins de 8 000 euros. Donc, c'est énorme, 8 000 euros, sachant qu'il y a quand même les aides, les prix, les concours. Et après, je dis tout le temps, tout dépend de l'activité. Si par exemple demain, je deviens consultante en marketing, je vais pas avoir besoin d'investir dans beaucoup de choses, à part un ordinateur, un téléphone, pour être consultante en marketing. Donc ça dépend vraiment des projets. Et puis après, si c'est des projets où il y a beaucoup d'investissements, par exemple un restaurant. On se dit... Il faut les locaux, faut le matériel. Locaux, voilà, c'est ça. Ouais. Et après, il faut s'entourer. Satio, ils ont... Excuse-moi, pendant le confinement, ils ont utilisé les cuisines d'un restaurant étoilé qui ne faisait pas du coup de vente à emporter. Et ils ont pu tester du coup leur projet et déjà avoir des premiers clients, des retours sur leurs produits. Et après, ils ont fait une campagne de crowdfunding, ils ont eu des prêts et ils ont pu prouver aux banques, regardez, nous on a testé notre truc, en fait ça marche, les gens ils achètent nos plats et maintenant faites-nous confiance, prêtez-nous de l'argent. D'accord. Thibaut, tu allais ajouter ? J'ai oublié ce que je voulais dire. C'est à cause de moi. C'est que c'était pas important. Si, c'était important. Tout est important. C'est comme tout est important, il n'y a pas de priorité. Mais ça dépend du type d'entreprise, ça dépend de la structure juridique aussi. Parce que si on est par exemple micro-entrepreneur, il n'y a pas besoin d'un comptable. Par contre, si on est en société, il y a besoin d'un comptable. C'est ça. Est-ce qu'on est seul ? Est-ce qu'on est à plusieurs ? Comment on se rémunère pour vivre ? Il y a plein de... En fait, il y a énormément de facteurs. Mais tous les projets, 8 000 euros, je connais quelques projets du Pupille de Bretagne, ils sont loin des 8 000 euros en termes de capital, aussi bien en dessous qu'au-dessus. Il y a des projets... c'est ça, c'est les projets, par exemple, tu parlais des restaurants, mais il y a aussi tous les projets où il y a beaucoup de R&D, parce que c'est de la deep tech ou autre. Là, on est sur des projets à quelques millions d'euros et pas facile. Ouais, et ça, je pense que malheureusement, si on a de l'argent, ou qu'on peut nous prêter de l'argent, ou nous donner de l'argent, on va avoir une capacité à entreprendre plus rapide. D'accord. Et du coup le projet peut peut-être plus décoller que du coup si ça traîne parce que on attend, du coup il va peut-être avoir aussi d'autres gens où le projet va un peu s'essouffler. Donc clairement, on va pas se le cacher, mais si on a de l'argent ou si on peut nous en prêter ou nous en donner, ça va quand même faciliter grandement les choses. Après, ça dépend aussi. Pareil, je regarde quelques émissions autour de l'entrepreneuriat et ce qui est dit, par exemple, si on arrive avec un projet qui est assez novateur, va falloir beaucoup d'argent pour ancrer les choses dans le marketing et autres. Et des fois, c'est peut-être mieux de prendre son temps pour laisser les grosses marques qui ont du budget là-dedans pour créer le besoin chez les clients. Et après, nous, on arrive avec une meilleure solution. Les technologies sont un petit peu plus matures, sont moins chères. Donc tout est une question, est-ce qu'on veut aller vite et être les premiers et rafler tout de suite toutes les parts de marché, ou au contraire, est-ce qu'on veut laisser les gros dépenser beaucoup d'argent pour nous, et après on arrive avec une solution qui est mieux, moins chère. Voilà. Je pense que ta deuxième solution est plus facile à mettre en place. Quand on est étudiant, c'est sûr que c'est plus simple. Mais on a tout un tas d'aides spécifiques aussi. Oui, il y a beaucoup de choses. C'est ce que j'allais relever. Oui. Il y a des subventions possibles également, des tremplins.
Alors, il n'y a pas de subvention au sein du Pépite. Nous, on a un seul prix qui est le prix Pépite. D'accord. Le prix Pépite Tremplin, on peut avoir. Alors maintenant, c'est 5 000 euros, mais du coup, il y a 2 champions qui peuvent avoir 5 000 euros. Avant que c'était 1 à 10 000. Et un accompagnement à hauteur de 2 000 euros. D'accord. Après, je sais que dans pas longtemps, là, au Salon Entreprendre dans l'Ouest, il va y avoir le prix Créac, qui est le prix des experts comptables. Je crois que je sais plus, c'est 2 ou 3 000 euros. Oui, il y a pas mal de choses. Enfin, il y a les subventions de BPI France, il y a les subventions de la French Tech, il y a des avances remboursables, il y a Emergis Bretagne aussi. Il y a des prêts à taux zéro. Il y a les prêts d'honneur, oui. Il y a la banque aussi. La banque. Enfin, je pense que c'est plus simple quand on est riche, ou qu'on a de l'argent du moins. Donc, Mais plus rapide trouver de quand même, l'argent, c'est comme pas non on plus dit. c'est pas non plus la galère qu'on peut toujours imaginer. Et c'est pas une condition sine qua non non plus. Bah, ça dépend si tu veux aussi tu vois, te développer, quoi. Si à un moment tu te dis, bon, bah là, je sens qu'il va falloir que j'aille sur un nouveau produit, mais du coup, t'as pas l'argent pour le développer, là, c'est plus compliqué. Ok. Après, c'est pour ça aussi qu'on a toutes les méthodes de design thinking et autres qui permettent de prototyper des trucs très rapidement, pas forcément très bien faits, mais ça permet d'avoir les retours terrain et d'avoir la crédibilité auprès des financeurs. D'accord. Alors, ensuite, vraie question, je pense que beaucoup se posent. Est-ce que être jeune, c'est ne pas être crédible ? Donc, il y a une étude qui a été faite sur l'entrepreneuriat et les jeunes, et il y a notamment un chiffre, c'est 15% des jeunes. Alors, jeunes, c'est moins de 30 ans. D'accord. C'est pas ceux qui ont une machine à laver, c'est pas ceux qui ont moins de 30 ans. Et donc 15% des jeunes, du coup, entreprennent juste à la sortie de leurs études. D'accord. Donc ça veut dire que voilà, il y a quand même une volonté pour les jeunes d'entreprendre dès le plus jeune âge, on va dire, au niveau des études. Et il y a aussi une volonté d'entreprendre qui est assez importante. C'est 2/3 des jeunes qui veulent entreprendre. D'accord. Après, la crédibilité, je pense qu'elle... c'est peut-être plus Thibaut qui saura répondre, mais moi, le retour souvent que j'ai des étudiants, c'est quand je leur pose la question... c'est quoi un peu ce qui a été le plus facile que prévu quand on entreprend ? La réponse est souvent les gens. Je pensais pas que les gens, en fait, si j'allais par exemple contacter un expert comptable, j'avais un peu peur, j'avais pensé qu'il allait pas me répondre. D'accord. Ou dans des événements ou des réunions avec des réseaux, on se dit un petit peu petit en se disant je suis jeune, je vais pas être pris au sérieux. Et au contraire, je pense que l'écosystème entrepreneurial en France, il est quand même assez ouvert et bienveillant. Et même, quand t'es jeune, limite, c'est un peu plus tendance, quoi. Donc du coup, on va peut-être un peu plus t'écouter, quoi. C'est une peur qui est finalement, dans le contexte actuel, infondée. Ouais, en tout cas, moi, les retours que j'ai que tu as eu, des quoi. étudiants, c'est quand je leur pose la question, qu'est-ce qui a été plus facile que prévu ? C'est l'approche relationnelle et même en disant, mais en fait, les gens, ils sont sympas, et ils nous aident. C'est un peu ça. C'est pas la jungle dehors. C'est ça. Et toi, Thibaut, c'est quoi ton expérience par rapport à ça ? Par rapport à ça, je dirais que déjà, être jeune, on a un gros avantage. Pour la plupart, on va pas avoir le conjoint, les enfants, la voiture, le border collier à nourrir. Ça, c'est cliché quand même. C'est un peu cliché, mais quelqu'un qui a 40-50 ans et qui va entreprendre, il a souvent, ils ont une vie de famille, etc. Donc si jamais ça marche pas, ça veut dire que déjà on va se mettre à son compte. Donc il n'y a pas forcément des rentrées d'argent tout de suite, il faut nourrir la famille. Si ça marche pas, ça peut être un gros risque. Donc il y a moins de contraintes au final en étant plus jeune, tu penses ? Pour moi, on n'a rien à perdre en fait. Même si le projet marche pas, à la fin on a gagné de l'expérience. Pour moi, l'entrepreneuriat, c'est un peu que de la valeur ajoutée. Et souvent, comme au début, on n'a pas beaucoup d'argent. Au final, on perd pas tant d'argent que ça ou de choses comme ça, de ce point de vue-là. Après, comme disait Barbara, effectivement, au niveau des gens, la communauté entrepreneuriale est très bienveillante. Il y a aucun doute là-dessus. Je vais parler pour moi, mais je pense que c'est assez général. On a tous un gros sentiment d'illégitimité au début. D'accord. On se sent pas légitime. Pourtant, si on entreprend, par exemple, dans la tech, avec un profil tech, on est légitime parce qu'on a fait une école d'ingénieur, parce qu'on a fait un BTS ou quelque chose comme ça. Donc il y a ce sentiment-là. Enfin, moi, je l'ai encore un peu aujourd'hui, mais j'essaye de passer outre. Et puis, on est jeunes, donc on est un peu pris au sérieux aussi parce que l'avenir, quelque part, c'est un petit peu nous. Donc ça serait dommage que quand les vieux patrons, etc., ils sont plus là, qu'il n'y ait plus personne pour faire tourner la boutique.
Oui, ouais, je vois ce que tu veux dire. Et donc rapidement, parce qu'on réabordera ce point-là dans l'épisode 5 avec toi, Barbara, de nouveau, est-ce qu'il y a un profil type de l'entrepreneur ou est-ce que c'est super hétéroclite Je pense que c'est vraiment hétéroclite. Après, en profil type, je dirais que il y a un peu les marketeurs et les techniciens, si on devait dire comme ça, mais il y a ceux qui vont être plutôt dans comment je vais vendre mon idée. D'accord. Et un autre profil, moi, comment je vais la faire, ouais, comment je vais la produire. Comment je vais la produire. Donc, c'est un peu deux profils. Et ce qui est chouette, c'est que pour moi, l'important, c'est d'avoir les deux. Ça se complète énormément aussi. Voilà, ça se complète. Mais en même temps, du coup, il n'y a pas tout le temps... tout le monde n'a pas forcément ces deux profils-là, quoi. Moi, je rajouterai un troisième profil qui me semble assez important, au moins au moment où on veut passer concrètement, quand on veut créer une entreprise, si c'est un projet de création d'entreprise, c'est le profil un petit peu calculatoire, comptable, qui est un petit peu important. Et sur les deux premiers profils, plutôt profil marketing, commercial et le profil technicien, pour avoir assisté à pas mal de pitch ou même des soutenances de toutes étudiants entrepreneurs, en général, on voit assez facilement si les gens ont un profil plutôt technicien ou un profil plutôt commercial. La différence, elle est très nette, au moins au début du projet. Après, les deux apprennent et ça se gomme parce qu'au final, à la fin, on est tous entrepreneurs. Mais sur les débuts d'un projet, la différence est vraiment très nette. Et voilà, en tant qu'ingénieur, on ne sait pas se vendre et on ne sait pas vendre son projet. Et on a du mal là-dessus. Après, les marketeurs, ils sont un peu plus loin de la réalité en matière de technique. Et il y a des fois, personnellement, j'ai vu des petites aberrations sur certaines choses, mais c'est des choses qu'on apprend. Et puis, on a toujours le retour terrain. Et le retour terrain, on se le prend dans la figure. Oui, et puis on a chacun notre historique aussi en termes d'études, d'apprentissage. Donc forcément, ça. Mais c'est ça qui est sympa aussi, d'avoir ces profils différents, de les complémenter. Des fois, les personnes ont les deux, trois profils en même temps, mais c'est bien de complémenter parce que aussi on n'est pas tout seul et des fois on se supporte pas soi-même, donc il y a quelqu'un d'autre pour nous supporter, ça aide. Ça permet d'un point de vue moral aussi, quand c'est une baisse pour l'un, ça peut être le moment pour l'autre. Pour une hausse et pour... C'est important d'être entouré aussi. Oui. D'être plusieurs sur un projet. En tout cas, de ce que je vois au sein des entrepreneurs à Pépites, quand c'est des projets collectifs, c'est souvent des projets qui aboutissent. D'accord. Plus que quand on est tout seul. Et moi, j'ai déjà vu aussi, c'est rigolo, parce que même si on a entrepris et qu'au final, le projet, il s'arrête, c'est pas grave, en fait. Et j'ai eu des cas d'étudiants qui avaient un profil plutôt technique, ingénieur, qui, le fait d'avoir développé un projet entrepreneurial, mais après, ça s'est stoppé, ils sont partis plutôt dans des métiers un peu autour du marketing. D'accord. Parce que, en fait, ils ont adoré faire ça. Donc, c'est rigolo des fois de voir qu'on peut... ça peut aussi nous donner des vocations. Non, je suis tout à fait d'accord. Maintenant, j'adore ce que je fais, j'adore pitcher. Thibaut, après, on va le retrouver aux antennes de grande audience. Pourquoi pas. On espère. Alors qu'ils vendent du vin à la base. Non, des caves connectées, pardon. Oui, pas que, mais on fait des podcasts aussi, pourquoi pas. Est-ce que tu crois qu'on pourrait écouter le podcast quand on ouvrira la cave à vin ? Pourquoi pas. Petite sonnerie de porte. Bon, écoutez, en tout cas, Thibaut, Barbara, merci beaucoup. Est-ce que, avant de conclure, on peut juste donner les futures actus de Pépites et puis 2-3 chiffres sur Pépites ? Ouais, alors en actu, on a du coup les sélections pour être accompagné au sein du Pépites, ce qu'on appelle les comités d'engagement. Donc ça, c'est avant le fin septembre. Est-ce que c'est le parcours du combattant pour rentrer à Pépites ? Non, c'est pas le parcours du combattant. Il faut avoir une bonne connexion Internet pour se connecter sur le site Internet. Ça, normalement, à cette époque, ça va. Ça devra aller. Remplir un dossier. Et nous, on n'est pas là du tout pour... quand on passe devant on appelle ça un jury. Ça peut faire un petit peu peur, mais on passe devant un comité de sélection. Et on ne juge pas du tout le projet, mais plutôt la capacité du porteur à agir. Parce que souvent, ce que je dis, c'est qu'un projet, en fait, ça peut changer. Un porteur de projet, c'est plus compliqué. C'est un peu comme un associé, faut faire attention. Et au niveau du dossier à remplir, est-ce que c'est un dossier, il faut faire un business plan de 50 pages ou c'est... Non, il faut juste avoir une idée de projet formalisé. Okay. Et puis de toute façon, comme tu disais précédemment, vous cherchez vraiment à accompagner
les projets, donc il n'y a pas de crainte à avoir vis-à-vis de ça, quoi. Ouais, nous, on est vraiment... Après, il y a plein d'autres structures qui prennent le relais après. Nous, on est vraiment pour accompagner de l'idée au projet. Mais il faut avoir une idée. On ne peut pas venir en demandant le statut étudiant entrepreneur en disant je veux entreprendre. D'accord, faut avoir quand même... faut avoir une idée de projet formalisé, quoi. Okay. Et cette année, on était combien étant accompagnés ? En Bretagne, il y avait 206 étudiants entrepreneurs. Ça fait du monde. Ça fait du monde, c'est vrai. Ouais. Et on a un objectif de 230 pour l'année 2023-2024. D'accord. Bon rejoignez-nous. Merci Thibaut, merci Barbara. Donc la semaine prochaine, on traitera les canvas et les business models. Donc on va définir tout ça et voir comment ça fonctionne. Pour ne pas rater cet épisode-là, je vous invite à vous abonner et à activer les notifications. Merci encore à vous deux. Merci Manon, merci de nous écouter. Et puis merci aux partenaires, l'ENSAT, l'Université de Rennes, la Fondation Rennes 1 et la Technopole Anticipa de Lannion-Guingamp. Et on se dit à la semaine prochaine. À bientôt.